bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire d'Action Margot. Action Margot qui a été créée par plein de personnes bienveillantes pour soutenir les personnes atteintes du cancer et faire le lien avec le monde du travail. Action Margot qui soutient également les employeurs. Vous pouvez tout retrouver sur actionmargot.ch et surtout devenir membre de cette belle association. Voilà, mon nom est Christophe Barmont, je suis cofondateur de l'OICO et très heureux membre du comité d'Action Margot depuis le début de l'aventure. Alors le webinaire d'aujourd'hui, eh bien, c'est comment réussir une réintégration ou une intégration professionnelle pour l'employeur et l'employé. On se réjouit beaucoup d'accueillir nos intervenantes et intervenants de qualité et de renom pour vous parler de tout ça et pour surtout mettre en perspective cette thématique qui est très souvent difficile. Peut-être en introduction de ce webinaire, vous rappelez quelques bonnes pratiques, même si vous êtes maintenant familier. D'abord, le fait que vous pouvez poser vos questions en utilisant plutôt, alors vous avez deux possibilités d'interagir avec nous. Vous avez le chat pour les questions d'ordre plutôt technique ou pour faire un petit coucou à nos intervenantes et intervenants, bien évidemment. Mais vous avez surtout l'option Q&A ou Q&A en fonction de la langue de votre browser. Vous pouvez poser des questions et ces questions, les intervenants et intervenantes vont essayer d'y répondre pendant le webinaire, évidemment pas pendant qu'ils parlent ou qu'elles parlent, mais juste après. Et puis, ça va permettre de répondre à un maximum de vos questions. Certaines questions qui n'auront pas trouvé de réponse, on pourra les reprendre ensuite sur la table ronde, voire certains intervenants pourront également les compléter après le webinaire avant de vous envoyer le résultat de tout ça. Vous pouvez lever la main également de manière virtuelle, mais alors plutôt pendant la table ronde, et nous pourrons à ce moment-là activer votre micro pour pouvoir directement vous exprimer et parler aux intervenants et intervenantes de cette table ronde. Déroulement de l'événement, vous l'avez reçu. Alors, on a voulu poser le cadre d'abord avec Sophie Ocatelli sur les responsabilités et rôles de l'employeur. Ensuite, on accueillera Samira de l'AI qui nous donnera son retour d'expérience. On sait que l'AI, évidemment, est très central dans ce processus. Ensuite, un autre rôle central, celui du case manager, sera abordé par Michel Paillard. Et puis, nous terminerons le webinaire, comme c'est toujours le cas avec Action Margot, parce qu'on veut vraiment remettre le main au centre, avec Eugénie qui nous fera part de son témoignage de personnes touchées dans sa santé et comment est-ce qu'elle a vécu ce processus. On terminera avec la table ronde, comme déjà évoqué. Donc, c'est un tout grand plaisir d'accueillir ces intervenantes et intervenants. C'est vrai qu'on a souhaité aller vraiment au cœur du sujet en demandant à quelqu'un des ressources humaines de s'exprimer en premier. Donc, chère Sophie Ocatelli, responsable RH au Centre Espoir, bienvenue. Ça fait un très grand plaisir de vous accueillir pour démarrer ce webinaire avec la posture, la position de l'employeur. Chère Sophie, la parole est à vous. Merci Christophe, merci beaucoup. Je suis très honorée et très touchée de pouvoir prendre la parole en tant qu'employeur pour ce webinaire. Et j'ai essayé d'être concise dans ce que nous avons pu vivre ici au Centre Espoir, et puis avec les quelques diapositives que j'ai préparées pour ça. Donc, je veux bien la diapositive suivante, voilà. Donc, juste la situation au Centre Espoir. Nous sommes une institution sociale qui est liée à l'Armée du Salut, subventionnée par le canton de Genève. Et c'est un lieu de vie pour 122 résidents atteints dans leur santé psychique. Ils sont tous bénéficiaires de l'AI. Et nous avons entre 110 et 120 collaborateurs répartis sur environ 35 fonctions. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Bien sûr, nous prenons des vacances, mais voilà, on a besoin de personnel tout au long de l'année. Puis voilà, moi, ça fait 12 ans que je suis à ce poste comme responsable RH. Et pendant ces 12 ans, nous avons eu 5 collaborateurs et collaboratrices atteints de cancer et on va dire une douzaine de personnes en arrêt longue durée, donc de plus de 2 mois, à la suite soit d'accidents graves, AVC ou burn-out. Burn-out professionnel, mais plutôt personnel. Donc, voilà, donc la situation de longue durée, nous avons connu au sein du Centre Espoir. J'ai décidé avec le comité de direction, on est dans une gouvernance partagée, nous sommes 4 membres de direction,
Et on s'est positionné en tant qu'employeur et parce que aussi nous appartenons à l'armée du salut et c'était important pour nous de faire ce choix tous ensemble, d'accompagner les collaborateurs en arrêt de longue durée, bien sûr pour des raisons graves et non inhérentes aux relations de travail, parce que ça, c'est géré différemment. Quand c'est lié aux relations de travail, des relations de conflit, on ne va pas être tout à fait dans la même situation. Et l'idée, c'était vraiment de se donner les moyens humains, mais aussi des moyens de budget et le temps pour le faire. Pour moi, il y a un message qui est très important, c'est d'avoir envie de s'engager dans cette voie. Et nous avions, et là je dis vraiment nous de façon expresse, hein, tout le comité de direction avait envie de s'engager dans cette voie et de dire oui, nous sommes d'accord d'accompagner ces collaborateurs qui sont atteints dans leur santé de façon durable et que nous avons envie d'accompagner pendant la maladie et ensuite à leur retour au travail. Le positionnement, c'est aussi, j'ai noté, persévérer malgré les obstacles et les nombreuses étapes. Pendant que la personne est malade, il y a pas mal d'étapes d'accompagnement, de rester en lien. Et puis ensuite, c'est en fonction de comment ça évolue, bien sûr, il va y avoir des obstacles et des étapes à franchir. Le travail aussi avec l'AI, le travail avec notre assurance perte de gain, les médecins référents, les expertises, etc., etc. Et puis, comment on peut faire pour réhabiliter une personne dans son travail et puis dans son accompagnement avec une révision de la fonction. Ce qui est très important aussi dans notre positionnement d'employeur, c'est vraiment bien connaître les différents acteurs autour de ces processus, développer de bons partenariats, bien s'entendre, que ce soit avec ma gestionnaire ou tous les gestionnaires que j'ai pu avoir de l'assurance maladie, mais aussi les différents conseillers à l'assurance invalidité, les différentes personnes avec lesquelles j'ai pu être en contact. C'est important d'avoir de bonnes relations, d'écouter leur point de vue, d'écouter leurs conseils aussi. Et puis le dernier point, c'était cette équité de traitement, être équitable, c'est-à-dire de pouvoir, si on déploie un accompagnement, comment on peut le reproduire pour d'autres personnes qui vont être dans ce cas. Donc c'est quand on se lance dans ce processus, ma recommandation, c'est est-ce que nous pourrons le refaire? Est-ce qu'on a les moyens humains, l'argent, le temps? Et puis, est-ce qu'on pourra être équitable dans notre façon de traiter les gens? La slide suivante, je ne sais plus ce que j'avais mis. Les limites, bien sûr, qu'on peut. J'ai commencé, voilà, on peut parler des limites dans ce choix. C'est le temps qui est à consacrer aux démarches et au processus. J'aurais pu mettre au processus au pluriel. Voilà, c'est du temps d'entretien, c'est du temps de rencontre, du temps d'échange, du temps avec un responsable de service, du temps avec la personne concernée, mais aussi les partenaires. Des fois, c'est juste un temps à deux, mais des fois, c'est aussi des temps tous ensemble. Et puis, il y a aussi tout le temps des équipes. Et ça, ça demande aussi une volonté des équipes. Et puis, des fois, ça peut être une limite. Il y a des personnes, je sais, ils se sont heurtés, ils n'avaient pas envie, ils avaient peur aussi pour la réintégration de leurs collègues. Qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir leur dire? Puis, des fois, ça prend du temps. Le réaménagement, soit du secteur dans lequel la personne travaille et puis du poste, qui peut être nécessaire. Et puis ça, c'est aussi du temps de communication à l'équipe, du travail ensemble. Nous avons fait face de temps en temps à un échec de certaines situations, même si après on a pu reprendre, mais des moments où on a pu se retrouver avec une situation d'échec ou d'incompréhension de la part du chef de service, ou de la chef de service, ou des collaborateurs. Voilà, ça c'est pareil, c'est une limite. Et puis, est-ce qu'on va au-delà? Est-ce qu'on reprend? Et puis, un point important, c'est tous les coûts qu'on ne voit pas forcément, tous les coûts cachés, les coûts administratifs, le coût des temps de rencontre, voilà, mon salaire, le temps aussi qui est demandé. Et puis, pendant ce temps-là, on n'est pas forcément dans le cœur de l'activité.
Et puis, de se dire, est-ce que ça vaut le coup aussi d'investir cet argent? Heureusement, la liste des bénéfices, et c'est la slide suivante, est un peu plus longue, on va dire. Et puis ça, j'ai du plaisir à le partager. La première ligne, elle est hyper importante, c'est la confiance, la reconnaissance et la motivation des employés qui étaient concernés et que nous avons accompagnés. Et quand j'ai mis reconnaissance, ils se sont à la fois sentis reconnus dans ce qu'ils traversaient et ils ont eu aussi beaucoup de reconnaissance pour nous en tant qu'employeurs. Et plusieurs m'ont dit que ça leur avait permis de maintenir cette motivation qu'ils avaient de revenir au travail, de savoir qu'ils étaient attendus, qu'ils étaient pas oubliés, en tout cas qu'on travaillait à leur reprise au travail, tous unanimement, sauf une personne qui n'a jamais repris, mais ils ont tous pu reprendre, tous les gens que j'ai pu accompagner. Il y a une personne, elle est allée jusqu'au bout, elle allait à la retraite après, et elle ne s'est pas sentie de reprendre. Mais sinon, il y avait cette motivation vraiment. Et puis, ce qui est important aussi, le bénéfice qu'on peut en tirer, c'est la confiance des autres collaborateurs, de savoir aussi que si ça leur arrive, ben voilà, ils ont pu voir de façon très concrète comment ils pouvaient envisager s'ils tombaient malades ou s'il leur arrivait quelque chose de grave, comment on pouvait envisager la suite en fait sur la place de travail. Dans les bénéfices, c'était aussi ce que j'ai noté, hein, c'est l'implication des collègues dans la chaîne de soutien. C'est incroyable. Les cartes qui ont circulé, des photos qui ont été envoyées. On a fait des fois des photos de groupe. On a signé des cartes à plusieurs. Cet enrichissement moi, je trouve que ça a renforcé aussi cette idée de la solidarité dans les équipes. Bien sûr, dans l'armée du salut, ça fait partie de nos valeurs, mais je trouve que là, il y a eu des élans extrêmement importants. Des gens aussi qui ont préparé des gâteaux, il y a des gens qui ont préparé des cartes, des photos, des films, des vidéos, pour dire que la personne, on ne l'oubliait pas, elle était attendue. Et ça vraiment, c'est un des bénéfices que nous avons vus, tous les chefs de service, les membres de direction. Et puis, ça vient dans le point suivant où j'ai noté, c'est cette histoire de richesse humaine partagée. Ça donne du sens au travail des ressources humaines ou des richesses humaines. Et vraiment, voilà, on n'a pas l'impression juste de travailler dans de l'administratif, de la gestion de points, d'indemnités journalières, de travailler voilà, sur des points que administratifs. Il y a vraiment toute cette richesse humaine qui est partagée. Je dois dire aussi que un des bénéfices, c'est pas pour ça qu'on le fait, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. C'est une image, ça travaille aussi à notre image d'employeur et qui peut être positive sur, oui, nous faisons comme ça et c'est une réalité. Donc voilà, il n'y a pas de gloire à en tirer, mais ça peut avoir un impact positif sur cette image. Et puis, une prévention aussi, on va dire, de la désinsertion professionnelle. Comment on fait, notamment chez des collaborateurs qui ont déjà un certain âge, à qui ça arrive. Puis comment on fait quand quelqu'un a une soixantaine d'années, a un cancer, doit revenir au travail. Si on devait s'en séparer, il y a cette désinsertion professionnelle parce qu'il y a de fortes chances qu'il ne retrouve pas du travail derrière, si on se séparait. Et pour moi, c'est aussi prévenir ça, garder la dignité des personnes dans leur parcours professionnel. Quand quelqu'un a 15 ans ou 20 ans d'ancienneté et puis qu'il lui arrive un pépin de santé, comment on maintient cette dignité? Et je trouve que c'est un bénéfice de permettre ça dans l'entreprise. Voilà. Je ne sais plus si après je crois que j'étais arrivée là, hein, il me semble. Vous l'êtes, chère Sophie. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage passionnant et remarquable. Vous êtes déjà 2 questions hein, dans le Q&A. Donc Je vais prendre le temps de
répondre quand ça sera plus mon tour du coup. Voilà, merci. Donc, je remercie également Anna là, qui a pris le temps de formaliser les questions. Et merci d'avance, Sophie, pour vos réponses. Et on vous retrouve Oui, tout à l'heure pour la table ronde, avec d'accord, grand, merci. grand Merci. plaisir. Merci. Voilà, à tout de suite. Merci. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir Samira, la responsable d'équipe auprès de l'OCAS, à Genève, donc évidemment pour l'AI. Samira, c'est un grand plaisir de vous accueillir. C'est que l'AI est évidemment centrale dans ce processus et on se réjouit que vous posiez un tout petit peu le cadre et que vous nous expliquiez votre action. Donc, merci Samira, la parole est à vous et puis à tout de suite. Merci Christophe, bonjour à toutes et à tous et surtout merci pour cette invitation et de me laisser l'opportunité de m'adresser à vous pour pouvoir vous donner quelques explications et puis sur l'assurance invalidité bien évidemment et puis d'illustrer un petit peu ce que l'on peut mettre en place pour pouvoir réintégrer une entreprise pour une personne atteinte dans sa santé, notamment avec une atteinte très lourde de type oncologique. Il est vrai que la thématique abordée ce jour, elle est primordiale, non seulement pour l'assuré, pour l'employeur et également, évidemment, pour l'assurance que je représente aujourd'hui. Pour l'assuré, car il a l'objectif de réintégrer le marché de l'emploi. C'est vraiment ce que je peux constater au quotidien, la volonté de reprendre une activité professionnelle après une absence de longue durée et une atteinte très lourde de type oncologique. L'employeur, qui est très important dans ce processus, puisque ce dernier aimerait garder des compétences et des connaissances avec son employé et a souvent pour mission d'essayer de trouver une solution en interne, ce qui n'est pas toujours le cas, on le verra tout à l'heure, mais qui très souvent fait de son possible et de son mieux pour pouvoir réintégrer une personne atteinte de sa santé. Et puis l'assurance invalidité. Alors, je ne parle pas de l'assurance perte de gain, puisque on a beaucoup de contacts avec, mais je ne travaille pas dans ce domaine-là. Mais l'assurance invalidité a pour mission, la mission, vous le voyez à l'écran, la mission principale et puis le fondamental de la mission, c'est vraiment que la réadaptation prime la rente. C'est-à-dire que le service de la réadaptation professionnelle d'un office va essayer de tout mettre en œuvre pour pouvoir aider la personne atteinte dans sa santé de réintégrer le marché primaire, que ce soit dans l'activité habituelle ou dans une activité qui serait adaptée aux nouvelles limitations ou aux limitations dues à l'atteinte à la santé de la personne. Pour illustrer les possibilités de prise en charge de l'assurance invalidité, je me permets de vous donner un exemple d'une personne que j'ai suivie durant près de 3 ans. Nous essayons, comme je l'ai dit en préambule, d'utiliser tous les outils nécessaires afin d'aider la personne à se repositionner au niveau professionnel, avec bien évidemment les outils que le législateur a bien voulu nous donner. Donc, on a évidemment un cadre légal, on travaille pour une assurance fédérale, on a des possibilités, beaucoup de possibilités, et puis on est aussi limité, il faut être au clair avec cela, sur certaines prises en charge. Donc là, ça va probablement vous parler, puisque je vais également parler de la coordination avec le milieu professionnel qui est primordial et de plus en plus pour notre assurance, puisque nous sommes depuis le 1er janvier 2022 dans une nouvelle révision de l'assurance invalidité, ce qu'on appelle la 7e révision, depuis la création de l'assurance invalidité des années 60 à peu près. Donc là, aujourd'hui, nous appliquons la 7e révision, et puis elle met l'accent notamment sur le marché primaire de l'emploi. Donc, il s'agit d'une personne aide-soignante qui travaillait dans le domaine hospitalier et en raison d'une atteinte oncologique relativement lourde, avec beaucoup de médications et un traitement très, très lourd comme on peut s'imaginer, a eu des limitations fonctionnelles plutôt importantes,
de type port de charge. Elle ne pouvait plus porter des charges. Vous savez que les aides-soignants dans le milieu hospitalier et même dans d'autres milieux a des charges physiques assez importantes. Elle ne pouvait plus non plus assumer des horaires irréguliers puisqu'elle avait quand même encore un traitement qui était assez lourd de conséquences, et puis il aurait fallu qu'elle ait une activité avec des horaires bien plus réguliers que les week-ends et les soirs. Ça ne pouvait plus être compatible avec son atteinte. Et puis un rythme un peu moins soutenu puisque un peu de ralentissement, un peu d'atteinte un peu cognitive faisait qu'un rythme trop soutenu n'était pas favorable pour une reprise d'activité professionnelle. Comme tout un chacun le sait, les personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, le social, sont très, très, très attachées à leur activité professionnelle et notamment à leur employeur. Cette personne a fait un peu des pieds et des mains avec son médecin pour pouvoir réintégrer le poste habituel. Donc, dans la mesure où nous avions eu le feu vert du médecin, nous avons accompagné cette personne. Donc, on est allé en entreprise, je suis allée en entreprise pour négocier une date de reprise, des horaires, puisqu'elle pouvait reprendre mais à temps que partiel. Et puis, nous avons mis en place comme ça, avec un accompagnement, une reprise progressive de la personne, parce qu'elle était très volontaire et très motivée à reprendre son activité professionnelle, malgré le fait que son atteinte n'était pas encore tout à fait réglée, avec des traitements encore en cours. On l'a accompagnée et puis, malheureusement et prévisiblement, ça n'a pas fonctionné parce que l'activité habituelle ne respectait pas les limitations fonctionnelles, et au final, ça a été plutôt bénéfique dans le sens où la personne a pu constater d'elle-même qu'elle ne pourrait plus intégrer un emploi de type aide-soignante, que ce soit dans son poste chez son employeur ou ailleurs, ce qui a permis d'avancer. Au final, on a reculé et puis au final, on a pu avancer et on est parti sur un bilan de compétences. Alors, on a pris en charge un bilan de compétences qui a mis en exergue des compétences intéressantes pour cette personne, qui n'était pas aussi éloignée que ça de son poste habituel dans le domaine administratif. Nous avons par la suite pris en charge une formation de type théorique dans une école privée de la place de Genève, avec l'écolage, avec les frais annexes et également les indemnités journalières qui pallient aux revenus pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Une fois que nous avions fait cette formation en école qui a duré 12 mois, une formation assez solide et plutôt reconnue, en tout cas à Genève, il a fallu la confronter aussi au milieu du travail et de voir si les acquis théoriques étaient compatibles avec une possibilité en emploi. Nous avons fait des recherches de stage, nous avons trouvé avec la personne concernée un employeur qui était d'accord de la recevoir durant plusieurs mois pour pouvoir confronter sa théorie avec l'aspect pratique. Alors, en emploi, on a pris un peu de temps et puis on a commencé à temps partiel parce qu'il fallait, étape par étape, donner un peu plus de charge au fur et à mesure et non pas l'assommer avec un nouveau métier qu'elle ne connaissait pas vraiment. Tout cela pour vous dire que avec l'assurance invalidité, lorsque le cadre légal le permet et que les droits sont ouverts à une formation professionnelle, on peut mettre en place passablement de choses et prendre en charge passablement de mesures. Évidemment que durant toute cette phase-là, j'étais là. J'ai eu beaucoup d'accompagnement avec le premier employeur et avec le deuxième. Avec le deuxième surtout, puisque au final, elle a pu obtenir un emploi à temps partiel, ce qui correspondait vraiment à ses capacités de travail. Une reprise à temps plein n'était pas envisageable au vu de la situation médicale.
Et on a eu un rôle, en tout cas le service de la réadaptation professionnelle a eu un rôle de la bonne marche du plan de réadaptation de cette personne on a pris notre temps puisqu'on sait que ce type d'atteinte très lourde, il faut prendre du temps, il ne faut pas se jeter à pieds joints sur une reprise d'activité rude avec un temps complet parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup d'asthénie, beaucoup de fatigue, beaucoup de rendez-vous médicaux qui se font tout au long, même si on a l'impression que l'état est stabilisé, il y a toujours une épée de Damoclès qui fait qu'il y a du stress qui est là, le moindre rendez-vous médical, c'est assez pesant pour la personne. Et donc, tout cet accompagnement est fait par le service de la réadaptation. Et puis, je suis beaucoup intervenue également auprès de l'employeur pour expliquer la situation, essayer de faire en sorte que la personne reprenne tranquillement avec, si possible, du temps pour que les fondations soient solides pour la personne. Au travers de cette situation, je vous ai fait part de quelques exemples de prestations qui est pris en charge par l'assurance invalidité. Donc, on a pris des mesures de coaching, on a pris un bilan de compétences, une formation en école avec les frais annexes. Quand je dis les frais annexes, c'est les transports, les viatiques, c'est-à-dire les frais en dehors. Enfin, c'est assez complexe, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Les livres, les fournitures scolaires, l'accompagnement que j'ai pu faire durant pas mal d'années, et puis toute la coordination mise en place entre l'employeur, l'assuré, les assurances perte de gain, et puis toutes les personnes qui étaient là pour aider la personne à retrouver une situation professionnelle qui soit adaptée aux limitations fonctionnelles décrites par avant. Je vais compléter d'autres moyens que le législateur a mis à disposition des offices AI avec le soutien aux entreprises. Voilà, elles sont là, merci. Donc, du coup, je vous ai fait un petit panache, mais ce n'est pas exhaustif. Hein. Donc, on peut prendre en charge des indemnités à l'employeur. Si l'employeur, ça c'est une nouveauté, et je fais un petit appel à Madame Locatelli, Sophie, si l'employeur met à disposition beaucoup de ressources avec des collègues qui viennent en soutien, etc., on peut mettre en place une petite indemnisation à l'employeur pour compenser, alors ce n'est pas énorme, mais on peut compenser un peu une perte au niveau des coûts. On fait des recherches de places de stage, des recherches d'emploi aussi, on peut, mais après, ça n'aboutit pas toujours. Hein. Je ne vais pas vous peindre quelque chose de merveilleux, il y a aussi des difficultés que l'on rencontre. On a également des mesures de réinsertion qui ont été mises en place depuis 2018, qui sont vraiment à un rythme très doux, et ça, c'est vraiment propice aux personnes qui ont des atteintes très lourdes de type AVC, oncologique, même cardiaque, où là, on va vraiment mettre en place des mesures très, très douces pour retrouver un rythme pour les personnes qui ont été éloignées pendant un certain laps de temps en emploi. Et ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien, parce qu'après ça, quand on retrouve un rythme, quand on fait retrouver un rythme à une personne, alors on peut aller sur une autre mesure prise en charge qui est un peu plus soutenue, de type orientation professionnelle, puisque il arrive très souvent que les personnes ne puissent pas, en raison des limitations fonctionnelles, reprendre leur propre activité professionnelle, et de ce fait, nous devons réorienter la personne. Alors, on le fait, nous, en tant que spécialistes en réadaptation professionnelle, et puis parfois, on utilise également des centres pour nous donner aussi, nous alimenter aussi sur des pistes un peu plus précises, et puis de savoir s'il y a une faisabilité d'un objectif d'un assuré, puisqu'on essaye toujours de faire en sorte que l'assuré soit satisfait de la suite que l'on va donner à son avenir professionnel quelque part. Hein. Et puis, on a aussi pas mal de mesures à notre disposition, à la disposition des assurés et des employeurs, avec l'accent, comme je le disais tout à l'heure, sur le placement, avec de l'aide au placement, des placements à l'essai, etc.
Nous avons bien évidemment les indemnités journalières, il ne faut pas sous-estimer cela, puisque la personne qui perd potentiellement un emploi perd également ses revenus, et nous devons, en tant qu'assurance, compenser cela avec des indemnités journalières. Les indemnités journalières, elles sont octroyées pour autant qu'il y ait une mesure mise en place. Et puis, nous avons également l'octroi de moyens auxiliaires. Ça, c'est assez intéressant pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment un soutien aussi à l'entreprise à ne pas négliger, puisqu'il arrive très régulièrement que la personne puisse reprendre une activité professionnelle dans la même entreprise ou dans une autre entreprise, mais qu'il faut adapter le poste de travail. Et ça peut être un bureau, ça peut être pour une personne qui perd la vue, par exemple, des moyens informatiques. Donc, on a tout un panel de moyens auxiliaires que l'on peut prendre en charge pour, comme je le disais, l'objectif de la réadaptation, le service de la réadaptation, c'est d'éviter les rentes pour pouvoir mettre en place un maximum de mesures afin que la personne assurée puisse reprendre une activité professionnelle. Encore une toute dernière chose, oui, merci. Voilà, c'est super. J'allais oublier quelque chose de très nouveau. Au final, c'est très nouveau parce que le législateur l'a mis par écrit dans la loi sur l'assurance invalidité, la LAI, mais au final, on le faisait déjà avant, mais là, c'est clairement inscrit dans les textes de loi. Le conseil axé sur la réadaptation, qui est maintenant légalement dans nos textes de loi depuis le 1er janvier 2022. Et c'est les conseils axés sur la réadaptation, c'est le moyen pour le service de la réadaptation de donner des conseils à un employeur, pas forcément pour un assuré qui est en difficulté dans l'entreprise, mais si un employeur a besoin d'informations sur l'assurance invalidité et la réadaptation, on peut en tout temps intervenir auprès de l'entreprise, souvent les ressources humaines ou la direction ou le patron quand c'est une petite entreprise, et d'expliquer un petit peu ce que l'on peut mettre en place, le cas échéant, si une activité n'est plus possible pour un de leurs employés. Donc ça, c'est une nouveauté. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que donc on intervient auprès de l'entreprise à leur demande et on fait un peu un exposé de la situation, de ce qu'on peut amener ou pas à un employeur. Et on peut le faire à caractère aussi informel. Ça peut être au téléphone, ça peut être selon les besoins de l'entreprise. Un grand merci, chère Samira, pour ces éclaircissements utiles, évidemment, puisque pour certaines personnes, l'AI est un méandre. En effet. Et puis, je crois qu'il y a des questions qui vous ont été posées également là, dans le Q&A. Il y en a 3 qui sont ouvertes pour vous. Donc, volontiers pour une réponse à ces questions. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour la table ronde. À tout de suite. Voilà, je vais m'y atteler de ce pas. Bon courage. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, on accueille maintenant Michel Paillard. On voulait également l'avis de quelqu'un qui est actif dans le case management, donc la gestion des cas de longue durée. Michel, qui est cofondateur de Humanize, spécialisé dans la gestion de la santé au travail et également en soutien bénévole, j'aimerais le préciser, à Action Margot, puisqu'il donne beaucoup de son temps pour assister les personnes qui font appel à Action Margot. Un grand merci, Michel, d'être avec nous et puis je te passe la parole. Merci Christophe. Merci aussi à Action Margot justement de permettre de partager mon expérience dans le cadre de case management. Alors peut-être moi, la spécificité, c'est que j'interviens pour les entreprises qui ont déjà un dispositif de gestion d'absence et qui se veut soutenant pour leurs employés. Donc mes mandataires sont des entreprises et non pas l'assurance perte de gain proprement dite, où il y a aussi dans les assurances perte de gain du case management. Peut-être pour la slide suivante, l'idée, un case manager, en fait, c'est pourquoi faire, ça sert à quoi? Finalement, on pourrait dire que c'est pour remettre l'humain au milieu d'un dispositif, d'une structure, d'un système qui parfois paraît complexe. Et puis, le case manager, là, on les voit à peine, mais il y a des frontières entre ces différentes
ces différentes structures. Et puis, c'est d'essayer de mettre, je dirais, de l'huile dans le rouage pour que la communication utile puisse être transmise auprès de ces différentes structures qu'on va voir plus tard. Moi, ce que je vous propose, c'est que de vous narrer en fait une expérience avec une personne que j'ai suivie. On l'appellera Jocelyne. Jocelyne, c'est une personne de 50 ans qui travaille, qui est ouvrière dans une entreprise de 800 personnes. Et puis, elle travaille dans un atelier d'une quinzaine de personnes. Et elle est là depuis 13 ans. Et puis, en mars 2021, en mars 2021, eh bien, le diagnostic de cancer est posé, un cancer de l'estomac assez avancé, et elle doit se faire opérer rapidement. Et puis ensuite, devra suivre des traitements chimiothérapeutiques assez rapides. Donc, l'entreprise me contacte pour en fait qu'un case management soit mis en place. Alors, comme toujours dans une telle situation, Jocelyne, elle doit faire face à un ensemble de questionnements qui surgissent en même temps que le diagnostic finalement. Au tout d'abord, c'est sa santé. La santé, c'est comment ça va évoluer, comment je vais supporter les traitements, combien de temps ça va durer, est-ce que je vais guérir? Toutes ces questions qui sont évidemment principales dans ce moment de pose de diagnostic. Et puis, viennent aussi les questions de travail, les questions professionnelles. C'est comment mon entreprise va réagir? Est-ce que je vais me faire licencier si ça dure trop longtemps? Est-ce qu'ils ne vont pas se lasser? Est-ce que finalement, comment aussi je vais pouvoir dire ça à mon responsable? Et puis mes collègues, comment vont-ils en réagir également? Et puis, il y a aussi au niveau social et familial, ces questionnements, c'est l'impact, vous pouvez imaginer, qui arrive dans la famille. C'est comment cette maladie va aussi impacter ma famille, les relations que j'entretiens avec mes amis, mes enfants et mon mari. Et puis, la dernière question aussi qui vient aussi, qui est là, c'est la question financière. C'est mais si je ne vais pas travailler pendant longtemps, comment je vais faire pour survenir à mes charges financières? Et puis j'ai des dettes, comment je vais pouvoir les payer? J'ai entendu parler qu'à un moment donné, l'assurance perte de gain ne va plus payer. Voilà, alors c'est tous ces questionnements qui apparaissent lorsque je la contacte pour la première fois et puis qui sont légitimes. Et à travers ce contact, ce premier contact en mars 2021, c'est de pouvoir, le case manager va d'abord accueillir finalement tous ces questionnements auxquels il a quelques réponses, disons, je dirais plutôt d'organisation, mais en termes de santé, il a peu de réponses. Et puis en même temps, c'est le moment très important, cette première rencontre, ce premier contact, c'est d'établir un lien de confiance. C'est de voir avec Jocelyne, lui expliquer c'est quoi, qu'est-ce que je vais faire pour elle, à quoi je vais pouvoir être utile. Et puis c'est aussi de regarder avec elle si elle est d'accord, en fait, si elle adhère finalement à ce que je puisse l'accompagner et puis que je puisse coordonner avec elle toutes ces parties prenantes que sont son médecin, ses assurances, son entreprise. Et puis, ça c'est important. Et puis, j'ai besoin de son accord qu'elle me donne assez rapidement. Et puis, elle avait la chance, Jocelyne, c'est qu'elle avait été prévenue aussi par son entreprise que j'interviendrais, puis que l'entreprise avait à cœur de soutenir ses employés dans le cadre de maladies telles que le cancer, de maladies de longue durée. Donc, dans cette phase d'évaluation, elle m'exprime ses préoccupations. Et puis, mais c'est prioritairement, en fait, c'est question de santé. C'est est-ce que les traitements vont marcher? Combien de temps ça va durer? Et puis, quelle va être ma qualité de vie? Alors, toutes ces questions-là, j'ai évidemment pas de réponse. Je ne suis pas un médecin, je n'ai pas son dossier en main. Et puis, je serais bien embêté de pouvoir lui répondre. Mais l'important de ces entretiens, de ces contacts, c'est de pouvoir évaluer avec elle si déjà elle avait confiance avec ses médecins, si elle se sentait bien entourée médicalement. Et puis ça, c'était OK avec Jocelyne.
Est-ce qu'au niveau de sa famille, il y avait du soutien? Est-ce qu'elle avait des gens autour d'elle qui pouvaient l'aider dans les actes de la vie quotidienne, faire ses courses, etc. Puis ça aussi, c'était OK. Donc, elle était, pour ça, elle était bien entourée. Et puis, également, quel contact elle avait avec son entreprise? Comment ça se passait? Et puis là aussi, elle avait des contacts, son manager avait pu la contacter pour juste prendre de ses nouvelles, lui en donner un petit peu de comment ça se passait à l'atelier. Et puis ses collègues l'encourageaient et puis lui envoyaient des messages de sympathie. Donc ça, au niveau de l'entreprise, le lien était maintenu. Et puis ensuite, dans cette première étape, elle s'engageait finalement à pouvoir participer à ce qu'on lui proposait dans le cadre du case management. Donc, c'est vrai que cette étape, Jocelyne, elle va se concentrer d'abord sur sa santé, sa prise en soin, ses traitements. Et ça, c'est toute son énergie, elle est mobilisée pour ça. Puis tout le reste, elle s'en fiche un peu finalement. Ça la préoccupe, mais c'est vraiment secondaire. Donc, les actions à mener à ce moment-là, c'est plutôt que les acteurs sont en place, les liens sont toujours bien maintenus avec tous, et puis que finalement, elle est pour l'instant en traitement et bien suivie, que c'est adapté. Et puis, cette phase de traitement, elle va durer longtemps. Elle va durer 6 mois. Donc, c'est chaque mois, je refaisais un point avec elle, je communiquais, alors avec son accord, bien évidemment. Jocelyne m'a remis une procuration qui me permettait de communiquer avec les différents acteurs. Et puis, pendant 6 mois, régulièrement, je la contactais, je faisais le point avec elle. Et puis, j'avais informé son médecin qu'il y avait un case management, que j'intervenais dans son accompagnement, que le moment propice, je reviendrai vers lui. Il était d'accord avec ça. Et puis, avec l'entreprise, on a pu aussi échanger, notamment dans le cadre de conseils qu'on pouvait donner. Et puis, notamment avec le manager, qu'est-ce qu'il pouvait dire à l'équipe, comment il pouvait discuter avec Jocelyne, est-ce qu'il pouvait l'appeler, à quoi il pouvait s'attendre, et puis est-ce que finalement il y a une prévisibilité de retour, l'entreprise était assez inquiète, on parle de cancer, est-ce que finalement elle va revenir travailler? Et puis tout ça, tous ces questionnements-là restent en suspens finalement. Et puis, mon rôle à ce moment-là, c'est de pouvoir échanger, de donner les informations utiles, et puis de pouvoir aussi de réassurer et de maintenir la confiance des uns vis-à-vis des autres. Et puis, j'ai également, on vient d'en parler, et puis on a également parlé de l'assurance invalidité à Jocelyne, qu'il fallait qu'elle fasse son dossier pendant ce temps. Donc, elle a pu déposer, faire une annonce auprès de l'assurance invalidité. En août 2021, la situation de santé semble s'améliorer, et puis Jocelyne souhaite reprendre le travail. Elle me parle qu'elle aimerait bien reprendre son activité professionnelle. Et là, le case manager, il a fallu que je refasse finalement le tour des différents acteurs, voir ce qu'il en était, quelles étaient les contraintes de chacun, et puis de pouvoir regarder s'il y avait une possibilité. J'ai rencontré Jocelyne avec son mari, qui était inquiet, qui trouvait que son épouse était un peu trop enthousiaste et énergique pour reprendre le travail, alors que lui, il la voyait plutôt assez faible et fatiguée, vite fatiguée. Mais bon, on regarde avec le manager, j'ai regardé avec le manager et puis le service RH, est-ce qu'il y avait des possibilités d'organiser l'activité professionnelle, les tâches à faire. Le manager était assez créatif et puis m'a rassuré en me disant qu'il y avait des choses qui pouvaient être faites au coup par coup, il pouvait s'organiser et que pour lui, ce ne serait pas un problème. Et qu'il avait pu aussi également en discuter avec son équipe pour voir comment eux, ils pouvaient s'organiser avec elle. Donc, en août, on discute de tout ça.
Malheureusement, avec plein d'espoir pour une reprise, la situation de santé de Jocelyne se péjore en fin août. Et puis, elle doit se faire réhospitaliser, elle doit se faire réopérer. Et puis, donc, tout tombe à plat finalement dans cette idée-là. Et de nouveau, il a fallu reprendre contact avec le médecin et puis avec elle, maintenir le lien et discuter avec elle de l'évolution. Heureusement, alors cette partie-là a duré à peu près 2 mois, septembre-octobre, août, septembre-octobre. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, à travers ça, le case management, c'est quoi? C'est tout ça, finalement, ce que j'ai pu faire avec Jocelyne, c'est pouvoir évaluer dans un premier temps, de pouvoir informer sur ses droits au niveau de l'assurance, mais aussi informer sur les possibilités pour l'entreprise, informer aussi le médecin qui avait une disponibilité de l'entreprise de pouvoir accueillir sa patiente. C'est aussi un rôle de soutien, mais soutenir évidemment Jocelyne, mais soutenir aussi l'entreprise dans son engagement. Et puis de conseiller, je parle notamment au niveau de l'AI, pourquoi on fait une demande AI, est-ce que ça veut dire que je vais toucher l'AI, je vais avoir une rente, maintenant il y a d'autres choses, mais ça on a eu tous les détails juste précédemment. Et puis c'est de coordonner surtout, comme je disais, les différents acteurs, les différentes parties prenantes. Et puis pour finir l'histoire de Jocelyne, la santé s'est améliorée, la motivation est restée la même. Et puis, donc en novembre, on s'est tous réunis avec les services RH, le manager, Jocelyne et moi-même, pour discuter un plan de reprise, de cahier des charges, de planning, aussi de contraintes de l'entreprise par rapport à différentes ajustements. Notamment, il y avait une interdiction dans l'atelier de devoir apporter de la nourriture ou de la boisson pour des raisons d'activité professionnelle propre. Et donc, il a fallu informer l'équipe que seule Jocelyne pouvait apporter quelque chose, un complément alimentaire liquide qu'elle pouvait prendre dans l'atelier. Donc ça, c'était possible. Et puis, à mi-décembre, on a organisé ce qu'on appelle une reprise thérapeutique sans exigence de rendement. Ça veut dire qu'il a fallu contacter l'assurance perte de gain pour leur demander s'ils étaient d'accord avec un plan de reprise de ce type-là, c'est-à-dire que Jocelyne venait quand elle pouvait, et puis elle faisait ce qu'elle pouvait au départ, ça a été 3 heures par semaine, donc c'était très très peu, mais ça a permis finalement de remettre le pied à l'étrier, de reprendre une activité sociale, et puis de reprendre un petit peu son activité professionnelle. Alors il n'y avait pas de rendement au début. Et puis, son manager, on a pu regarder 1 fois par semaine, il faisait le point avec elle. Son médecin, tous les 15 jours, regardait avec elle. Et puis, on a pu faire aussi des retours auprès de l'assurance perte de gain, comme quoi les choses se mettaient en place pour qu'en janvier, le médecin a pu mettre en place un retour à 10%, 10% de la capacité de travail, toujours en aménageant les postes. En mars, une augmentation à 30%, et puis soutenue aussi avec la conseillère en réadaptation de l'AI. Et puis aujourd'hui, en mai 2022, elle est aujourd'hui à 40%, elle travaille 5 heures par jour, 3 jours par semaine. Alors, il y a eu pendant cette période, depuis le début de l'année, des moments où Jocelyne n'a pas pu venir travailler pour des raisons soit de rendez-vous médicaux, mais aussi pour des raisons de santé, de fatigue trop importantes. Mais en même temps, c'était OK. Et puis, comme elle était quand même en capacité de travail, elle a pu reprendre, ils organisaient les horaires. Et puis, peut-être pour finir, donc en conclusion, dans la slide 4, s'il vous plaît, je dirais que le rôle d'un case management, en tous les cas, dans mon expérience personnelle, donc ce que je fais, c'est comme une gestion de projet finalement. C'est d'abord d'établir des relations de confiance, d'identifier les intérêts de chacun
parce qu'évidemment, le médecin n'a pas les mêmes intérêts que l'entreprise, qui n'a pas les mêmes intérêts que l'assurance perte de gain. Mais c'est d'essayer de voir comment on peut mettre des synergies autour de ces différents intérêts. C'est aussi de prendre en compte la temporalité de chaque partie. On voit que ça fait plus d'une année que chacun tient ses engagements. Et ça, c'est important de soutenir ces engagements dans le temps. Ça dure longtemps. On ne fait pas l'effort que quelques semaines. C'est un marathon quand on commence ce genre de projet. Et puis, je dirais aussi que le case manager, finalement, il est expert dans grand-chose. Il n'est pas expert dans l'assurance, il n'est pas un expert dans la médecine, ni dans la psychologie. Mais en fait, finalement, il recherche je dirais qu'il recherche l'expertise du système qui entoure Jocelyne. Donc, la suite au prochain numéro, je dirais, pour l'aventure de Jocelyne. Je vous remercie. Merci Michel, merci beaucoup. Merci pour ces exemples très concrets finalement du suivi optimal d'une personne atteinte du cancer. Et c'est vrai que c'était hyper parlant de pouvoir suivre ces étapes avec toi. Donc on te retrouve tout à l'heure pendant la table ronde. Un grand merci. Et puis on va accueillir Eugénie. Eugénie, elle est chef de projet dans la très très belle commune de Nanda. Et puis Eugénie, comme c'est un petit peu la tradition dans le cadre des webinaires d'Action Margot, eh bien, elle va nous partager son expérience de personnes directement touchées par le cancer. Donc Eugénie, est-ce que déjà vous êtes avec nous? Est-ce que vous voyez, vous entendez? Est-ce que vous pouvez activer votre caméra pour qu'on puisse vous voir? Voilà, bienvenue chère Eugénie. Et puis donc, la parole est à vous pour le partage d'expérience. Merci en tout cas d'ores et déjà de le faire. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Alors, mon témoignage va un peu dans le sens qu'on a entendu tout au long de ces explications. Déjà, je voulais vous dire que ce n'était pas un parcours linéaire. C'est pas, pour ma part, en tout cas, il y a un décalage entre comment je voyais la reprise professionnelle puis comment ça s'est passé. C'était un peu le Grand Canyon, d'ailleurs, la différence entre les deux. Mais voilà, déjà, dans un premier temps, moi, j'ai eu un cancer du sein en stade 3/4. J'ai eu un cancer très agressif, ce qu'on appelle un HER2 positif, hormonodépendant. Donc, c'est un des traitements les plus lourds qu'il y a. Et voilà, c'était déjà le coup de massue. Donc, moi, je suis restée en contact avec mon employeur qui voulait me garder, qui me soutenait. Tout allait bien, effectivement. J'ai fait l'opération. Ensuite, j'ai fait les chimios, les rayons. Et il me restait encore une année de traitement d'immunothérapie. C'était 2 produits et tout. Puis je me suis dit, comme on se dit dans la vie, les chimios sont derrière, mes rayons sont derrière, ça va aller. Donc, on prévoit une reprise thérapeutique avec mon ancien employeur. Et je devais aussi, je ne sais même pas si c'était un 10%, mais c'était histoire de remettre le pied à l'étrier et tout. Et je dois quand même avouer que ça ne s'est pas très bien passé. Alors déjà, j'étais très fatiguée. Ensuite, je suis arrivée un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Il y a 2 personnes qui me remplaçaient depuis une année, qui ne me considéraient pas vraiment comme leur responsable, puisqu'ils ne me connaissaient pas. Ensuite, quand je suis arrivée, je n'ai pas tellement eu de soutien. Je ne m'attendais pas à ça, je dois dire. Les RH, on s'est un peu pris la tête parce qu'elles ne voulaient pas que je vienne à 10%. Elles trouvaient ça ridicule. Je n'ai pas eu, comme Sophie l'expliquait, des fleurs, des cartes, des téléphones. Moi, vraiment, c'est moi qui, chaque mois, allais au travail, amener mon arrêt de travail, dire bonjour et tout. Puis au contraire, j'avais des remarques genre « Ah, t'as bonne mine, ah, la vie est belle et tout. Alors vous êtes bouffie de la cortisone, que vous avez pris 10 kilos, que vous n'avez plus de cheveux. » Enfin, c'était très, très bizarre. J'avoue que cette première tentative de reprise thérapeutique dans mon entreprise a été un coup de massue. Je ne m'attendais pas. J'ai eu les traitements, c'est dur, on tient le coup, on y va. Et puis tout d'un coup, on se dit, voilà, mon employeur me reprend et tout, super. Et la désillusion totale. Bon, toujours est-il qu'après 2 semaines à peine, où j'allais à peine 1 heure par jour et tout, on abandonne. Malgré les traitements d'immuno, c'est trop lourd, je suis trop fatiguée. Voilà, je trouve pas ma place, ça va pas.
Bon, j'arrête et tout, mais on continue avec ma chef à se voir, à penser à la suite et tout. On réorganise la reprise quasiment une année plus tard, vu que j'avais encore ce traitement. Tout va bien et tout, je me réjouis. Et patatras, il m'annonce 3 semaines avant la reprise thérapeutique officielle que, il me donne un ultimatum. Mon employeur me dit: «Tu as 3 mois pour passer de 0 à 100 ou tu es licencié». Je dis: «Bon», je dis: je ne peux pas revenir, c'est impossible». Bref. Alors voilà, alors du coup, j'ai eu un grand soutien de la part de ma conseillère AI qui m'a trouvé un stage pour refaire un entraînement, retrouver un rythme. Effectivement, c'est assez important. Elle m'a trouvé un stage de graphiste. Elle a fait attention de ne pas prendre un métier qui était pas très stimulant pour moi, puisque j'avais quand même un poste à responsabilité. Donc, ouais, vraiment, je trouve que l'AI, pour moi, a été un bon soutien là, dans ce processus. Et puis, je fais quelques téléphones. Dieu merci, il me restait quelques contacts dans la branche. Et je fais 2 téléphones et on me propose un poste à la commune de Nanda. D'ailleurs, je les remercie régulièrement. C'était il y a une année. Donc, ils m'ont proposé un poste en télétravail, puisque moi, je n'habite pas tout près de Nanda, hein, j'avoue. Donc, le deal, c'est ça. J'ai un contrat où je peux travailler entre 30 et 50% en fonction de mon état. Parce que je ne sais pas si vous connaissez les administrations, mais il y a des processus pour les taux et tout, les engagements. Voilà, il y a des procédures à suivre. Donc là, on a convenu que j'avais une marge de manœuvre. Très bien. En télétravail, ils m'ont fourni le matériel et tout, tip top. OK. Alors, moi, dans ma petite tête, je me fais mon petit plan. Je me dis: va bien, je fais 3 mois à 30%. Après, je passe à 50, youpi la vie. Puis l'année prochaine, je serai à 70. Voilà, ça, c'était ma vision des choses. Puis, je fais 3. L'AI était un peu sceptique, hein. Et puis, bon, mais elle me laisse faire. Elle me laisse faire, je pars à 30%. OK, c'était pas facile. À la difficulté, de la fatigue s'ajoute, en télétravail, une nouvelle équipe, rencontrer des gens, quand même, nouer un peu des liens, c'est pas évident. Et comme le disait aussi, une prédécessrice, il y a le poids des traitements. Moi, tous les 3 mois, je suis à l'hôpital une demi-journée pour des contrôles. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine passée, voilà. Et c'est toujours stressant. Et je me rappelle parfois être en pleurs au boulot parce qu'on me demandait comment ça allait. Puis moi, le lendemain, j'allais à l'hôpital. Alors maintenant, j'ai trouvé une combine. Je mets dans mon agenda qui est consultable par mes collègues. Comme ça, ils regardent ou ils ne regardent pas. Mais je n'en parle plus. Et comme ça, ça évite un peu ces ascenseurs émotionnels pour eux, pour moi. Parce que quand je suis en pleurs, ils ne savent plus trop quoi faire. Voilà, ça, c'est une parenthèse. Et puis, voilà, alors je reprends à 30%. Au bout de 3 mois, la conseillère, on discute et tout. Je dis: «Ouais, je veux augmenter». Elle me dit: «Ah, allez, faites encore un peu, 3 mois, je pense qu'il faut assurer le truc». Je dis: «OK», je refais 3 mois. Et puis, en octobre l'année passée, j'ai augmenté mon taux à 40%. C'est pas facile, hein, c'est difficile, il faut retrouver son rythme. Parce qu'il faut savoir quand même, alors il y a les contrôles médicaux, mais j'ai aussi de la physio à faire toutes les semaines parce qu'on m'a enlevé tous les ganglions lymphatiques du bras. Donc, pour pas que le bras gonfle, il faut aller faire de l'activité physique pour pas être trop fatigué, mais pas trop. Il faut trouver un rythme et ça va pas tout seul. Alors voilà, j'augmente à 40, octobre, novembre, décembre, je suis arrivée à Noël sur les genoux, franchement. Et alors, heureusement, j'avais 2 semaines de vacances, OK. Et puis, suite à ça, je recommence, janvier, ça va, février, de plus en plus dur. Mars, j'ai dû prendre 5 jours de congé. Mon mari commence à me dire: «Ouais, écoute, tu n'es pas venu en week-end avec moi, tu n'es pas venu au souper ici. Je dois faire toutes les courses, les repas, tu sais, tout le temps, mauvaise humeur, tu es sûr que ça va?» J'ai dit: «Ouais, effectivement, ça va pas». Alors le plus dur, tout le monde, avait vu, les médecins avaient vu, l'AI avait vu. Mais moi, j'avais de la peine à l'admettre. Mon employeur aussi, m'a dit: «Ah, tu n'as pas très bonne mine». Et alors du coup,
le mois passé, c'est tout frais, j'ai redescendu mon taux à 30% et ça va nettement mieux. Et je pense qu'après, ben, je vais encore rester à ce taux-là en 2 mois et ensuite je vais remonter, mais plus progressivement. C'est-à-dire pas de 10 en 10, mais je vais passer à 35 et 40. Et en fait, en tout cas, dans mon expérience, le plus dur, c'était pas tellement… le plus dur, c'était de l'annoncer à mon chef, mais qui avait très bien vu. Là, il a très bien compris. En fait, le seul problème, c'était moi. Et je pense qu'il faut vraiment ne pas se mettre une pression inutile, en fait. Il faut prendre le temps, c'est long. Moi, je pensais à cette période de ma vie, enfin, l'année après mon engagement, je pensais être à 70%. Eh ben non, je suis repassée à 30, voilà, casse départ. Mais j'ai appris et puis je suis confiante pour le reste. Et puis ben, comme tous les témoignages avant, on voit bien que le temps, c'est une autre échelle, hein. Moi, je ne pensais pas un jour avoir autant de difficultés cognitives, de perte de mémoire, de fatigue. Et c'est difficile à expliquer ça aux gens quand vous avez été à la montagne, que vous êtes bronzé et que les gens vous disent « Oh, mais t'as bonne mine, ah, super, oui, oui. » Alors moi, j'ai bonne mine, oui, mais moi, je ne fais pas semblant d'être malade, je fais semblant d'aller bien. Et ça, on l'oublie. Alors, si j'ai un conseil à donner à des gens qui nous suivent, qui nous regardent, qui sont malades, c'est écoutez-vous et prenez le temps. Merci beaucoup. Merci Eugénie, merci pour ces mots. Merci d'avoir le courage partagé, hein. C'est évidemment pas évident, surtout quand c'est tout frais et qu'on est Oui, encore dedans. Donc, en tout cas, un tout grand merci d'être là avec nous et d'avoir apporté cette touche humaine finalement à ce moment qu'on passe ensemble. Vous êtes resté avec nous, Eugénie, puisqu'on va demander aux autres conférenciers de nous rejoindre pour cette partie de table ronde. Donc déjà, un grand merci, hein, puisque vous avez posez vos questions, les conférenciers y ont déjà répondu, donc c'est déjà un joli travail d'équipe puisque on a 9 questions qui ont trouvé réponse, donc c'est déjà pas mal. Pas le plus d'ailleurs de questions que je ne saurais en poser sur cette table ronde et que vous pourrez en poser, mesdames, messieurs. Vous pouvez également intervenir sur la table ronde en levant la main et le cas échéant, on vous sélectionne à votre micro, voire reposer des questions dans les Q&A et puis je suivrai ça évidemment avec attention. Alors j'avais envie de poser une première question qui est relativement logique, hein, s'il en est, mais pour que les gens puissent partir avec quelque chose de très concret. C'est les clés de la réussite. Donc, selon vous, par rapport à votre expérience, par rapport également notamment au prisme que vous avez, hein, puisqu'on a une personne qui est passée par là, on a des personnes qui accompagnent, enfin des personnes qui ont une entreprise et qui dirigent cette entreprise, on a quelqu'un de l'AI. Évidemment, on a un prisme très différent, mais selon vous, du coup, quelles sont les clés de réussite d'une réinsertion? Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer en premier, peut-être Samira, allez vous hocher de la tête. Oui, je veux bien démarrer. Je pense que mes collègues ici présents vont pouvoir compléter. Pour moi, c'est quelque chose d'assez multifactoriel. Bien évidemment, on met toujours au centre la personne concernée, l'assurée. Et puis, avec l'expérience et le recul que je peux avoir dans le domaine de la réinsertion professionnelle, on part évidemment du principe que la personne veut reprendre une activité professionnelle. Il y a toujours cette volonté, quand c'est des atteintes qui sont très lourdes, la personne, elle a comme objectif de bien vouloir reprendre une activité. C'est vraiment quelque chose, un objectif presque de vie, hein, pour une personne qui a frôlé quelque part la mort, hein, pour des atteintes aussi lourdes que cela. Vous n'allez pas me contredire, Eugénie, hein, c'est assez traumatisant, hein, quelque part, hein. Et la volonté de la personne, mais la volonté de la personne, de l'entreprise, si elle est encore présente et qu'elle n'a pas baissé les bras avec un petit licenciement, ce qui arrive assez régulièrement, la volonté également des assurances perte de gains, des médecins, etc. Donc, c'est multifactoriel. Et puis, même si la personne, comme je l'ai dit, est très volontaire à vouloir se réinsérer et à trouver une solution, parfois, c'est au-delà de ses possibilités, de ses capacités. Donc, même là, on doit nous veiller à ce qu'il y ait cette possibilité de pouvoir reprendre une activité adaptée parce qu'il arrive que malheureusement, ça ne soit pas l'issue d'une situation, en tout cas pour l'assurance invalidité. Et puis, on part parfois sur des prestations financières que l'on appelle rente
parce qu'on sait pertinemment que la personne a de telles limitations après une atteinte si lourde qu'il est difficile de s'imaginer réintégrer le marché de l'emploi. Donc, les clés pour vous, Samira, c'est finalement d'avoir le choix. Voilà, une bonne coordination entre tous les acteurs de la situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sophie, en tant qu'employeur? Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Samira, je partage complètement. Je dirais, et c'est ce qu'a dit aussi Eugénie, c'est vraiment le temps à consacrer pendant que la personne est en traitement, et puis tout le temps de la communication entre l'employeur, l'employé, quel est le lien, comment la communication se fait. Et je dirais je suis très modeste parce que je n'ai pas eu non plus 50 cas, mais je dirais que cette histoire de pourcentage de reprise de travail, elle est primordiale. Parce qu'à chaque fois que les gens ont voulu reprendre trop vite, avec des taux qui étaient aux alentours de 50 ou 60, c'était un échec en fait. Je l'ai perçu, que ce soit pour du cancer, mais aussi dans des affections de longue durée, après un AVC, même un burn-out, où on a eu des accidents graves, et qui n'étaient pas professionnels, mais personnels. Et à chaque fois, on est revenu à ce 20 ou 30%. Ça paraît toujours très peu, mais j'ai vraiment envie de dire que ce soit à des gens qui participent à ce webinaire, qui soient employés, employeurs, mais il ne faut pas avoir peur du petit pourcentage. Je me souviens d'un monsieur qui a fait un AVC grave, qui était assez jeune, et on a eu de la reprise thérapeutique pendant des mois. Non seulement c'était les recommandations de son neurologue, de l'ergothérapeute, et puis on a été suivi par notre assurance maladie. Et la reprise thérapeutique, ça veut dire que on continue à percevoir des IJ, puis la personne, elle est en plus dans les équipes. Et puis, le monsieur, il ne voulait pas. Puis, c'est à force de discuter, d'entendre plusieurs personnes, il a accepté. Puis, c'est ce qui a permis après qu'il retrouve au bout de plusieurs mois un taux qui avoisinait les 50. Puis, au bout de presque 2 ans, il était revenu à son taux de 80%. Mais avec une fatigabilité qui était toujours présente. Donc, on a réaménagé aussi le poste. Mais ça, je pense que c'est une des clés. Donc, le temps et bien gérer cette question. Ouais, Merci beaucoup. Merci. Michel? Michel, réactive ton micro, cher Michel. Merci. C'est d'avoir de la constance dans la durée, parce que ça dure longtemps. Ça peut durer des mois, et puis il faut pouvoir garder l'effort, maintenir l'effort pendant plusieurs mois. Je crois que ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important. C'est de lutter contre le découragement. Chacun a des intérêts particuliers, mais c'est de pouvoir maintenir les intérêts finalement et l'effort des différentes parties prenantes dans le cadre du case management. C'est aussi de pouvoir, je dirais, de respecter la temporalité de chacun. C'est pas la même, celui de l'assurance perte de gain, c'est pas la même, celui on vient de le dire, des personnes malades, et puis c'est pas la même celle de l'entreprise. Il n'y a pas les mêmes urgences et pas les mêmes priorités. Donc, c'est aussi de pouvoir finalement communiquer ensemble sur ces différents points-là. Et puis, c'est aussi, je dirais, évidemment, c'est se réjouir des réussites, mais c'est aussi supporter l'échec et de pouvoir accepter que des fois, ça ne marche pas, que des fois, on n'y arrive pas, mais que ça, peu importe, il faut continuer l'effort. Voilà. Merci, Michel. Eugénie, cette question-là, dans votre situation? Effectivement, c'est d'accepter qu'il y a un échec, mais c'est peut-être pas un échec, c'est peut-être temporaire, c'est peut-être pour mieux rebondir, mais effectivement, ça, c'est pas facile à admettre. Et puis, on voit dans tous les témoignages qu'effectivement,
les malades sont motivés et tout, et puis on veut en faire trop, et puis tout le monde nous freine, mais on doit se rendre compte par nous-mêmes, c'est de nous laisser, puis d'être là quand on sera redescendu pour dire mais c'est bon, on y va. Mais oui, le temps, moi quand on m'a dit ah, il faudra des années pour que ça revienne, ah non, mais moi j'y croyais pas, hein, j'y croyais pas. Et puis Merci. d'autant plus qu'on m'a encore annoncé qu'on prolongeait mon traitement qui aggrave la fatigue et tout à 8 ans, à 10 ans, ça fait encore 8 ans. On m'a dit: «Mais après ça», elle m'a encore dit ça, elle m'a encore dit, la docteure, ça me dit: «Non, mais après ça ira mieux la fatigue». Je dis: «Ah bah, dans 8 ans, je me réjouis». Vous voyez, c'est des échelles, c'est inconcevable, quand on est malade. Mhm, mhm, mhm. Merci beaucoup. On a parlé évidemment de l'employeur, hein, puisque l'employeur a un rôle à jouer très important finalement dans tout ce qui se passe. Ma question était vraiment liée à son rôle. En gros, c'est quoi la part ou la différence entre un employeur engagé et un autre, finalement, un employeur qui va vraiment soucier de la personne, qui va mettre en place les bonnes dispositions pour que son retour se fasse dans les meilleures conditions possibles. Ça m'intéresse évidemment puisqu'on a toute une panoplie, hein, d'acteurs engagés, évidemment le médecin traitant, le case management, la famille, etc., etc. Mais le rôle de l'employeur et quelle est la différence finalement entre un employeur engagé et un autre? Je ne sais pas si peut-être ça m'ira avec votre vision évidemment très, très, très large de différents employeurs avec lesquels vous avez pu traiter. Oui, alors c'est assez étonnant et surprenant parfois, puisqu'on s'aperçoit que des petites structures, même des fois très petites structures, sont extrêmement engagées par rapport à d'autres institutions, d'autres entreprises qui ont des moyens, des services santé, du personnel, des psychologues du travail, etc. Il y a des fois des différences assez flagrantes et je pense qu'il ne faut pas négliger le rôle du petit entrepreneur qui a une relation presque familiale avec son employé et qui, au final, va essayer de faire un maximum pour conserver un poste de travail. Cela étant, c'est vrai que les petites structures, c'est compliqué parce que lorsqu'une personne est engagée dans une petite entreprise, c'est des spécialistes, etc. Et c'est difficile pour l'employeur. Et je comprends que pour un employeur, il n'est pas aisé que de faire reprendre une personne à 20%, 30%, de le mettre en surnuméraire, de mettre du personnel soutenant. Ce n'est pas une chose facile, mais ils y trouvent leur compte parce que ce qu'ils recherchent, eux, c'est de pouvoir réacquérir les compétences de la personne. Mais effectivement, comme on l'a dit, ça prend du temps. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de ligne de conduite chez un grand employeur, un petit. C'est vraiment au cas par cas. Et puis, c'est vrai qu'on voit l'implication des ressources humaines. Nous, on a beaucoup de contacts avec les ressources humaines des entreprises qui sont très, très sollicitées par les services de la réadaptation pour pouvoir non seulement garder le contrat de travail ouvert le temps que la personne puisse se remettre un petit peu d'aplomb, et puis de négocier avec des reprises, avec des temps très bas et partiels pour pouvoir réintégrer le marché. Mais j'aurais pas avec la vision que j'ai, puis c'est vrai que ça fait pas mal d'années que je travaille à l'assurance invalidité, j'ai pas de Typologie, disons. ouais, il n'y a pas de logique, il y a pas c'est vraiment au cas par cas avec les entreprises et avec les assurés. Sophie, l'engagement est plus important que les moyens. Ah oui. Oui, parce que je n'ai pas un budget dédié à ça, en fait, hein. Question qui J'ai vous était répondu posée dans d'ailleurs. les questions-réponses, hein. J'ai le budget de nos salaires. On n'est pas, voilà, nous, c'est ce que j'ai mis, on a entre 115 et 120 employés. Et puis, on est 2,6 à peu près, hein, je crois, aux ressources humaines, sachant que je gère aussi une autre institution où il y a 40 personnes. Donc, et on continue avec le même nombre. Et voilà, je pense que c'est vraiment une volonté. J'ai répondu aussi à ça dans les questions-réponses.
il y a aussi la personnalité de chacun. Bien sûr, nous, les fondations de l'Armée du Salut, défendre la dignité de l'homme, c'est au cœur de nos valeurs humaines, hein, ça c'est clair. Mais il y a aussi le positionnement des personnes à la direction. Est-ce qu'on veut aller dans cette démarche et qu'est-ce qu'on en fait? C'est une des premières questions que j'ai posées quand j'ai pris mon poste au comité de direction, parce que j'avais un cas qui n'était pas en lien avec une grave maladie, mais une absence de longue durée. Puis j'ai dit, mais comment je fais et quel est votre positionnement en fait? Et c'était il y a 12 ans. Et puis, on a dit, non, il n'y aura pas de moyens supplémentaires, mais on veut y aller en fait. On veut vous suivre dans cette idée. Donc, et il y avait juste une chose, si je me permets, parce que quand tout à l'heure, Eugénie a dit oui, bien sûr, il faut aussi nous laisser expérimenter, par exemple pour la reprise du travail, mais un des éléments clés, c'est aussi tout le dialogue qui se fait entre la personne qui est concernée par la maladie et puis avec le ou la responsable de service, mais il y a aussi tous les collègues en fait. Et quand on est là, on travaille avec les médecins, avec une ergothérapeute ou avec quelqu'un qui va nous aider avec l'AI, qui va nous dire ça serait mieux 20 ou 30%. C'est aussi parce que derrière, il y a toute la mise en place du réaménagement du poste, en fait. Et ce que ça va avoir comme impact sur l'équipe, sur l'impact sur le temps de travail partagé, etc. Et des fois, j'ai été confrontée à ça. Les personnes, elles étaient fâchées parce qu'on ne voulait pas aller trop vite. Et puis, on voulait une durée un peu comme ça dans le temps pour être sûr qu'il n'y ait pas de rechute. Parce que ce qui est difficile en tant qu'employeur, ce n'est pas tellement la personne de réaménager le poste, de savoir qu'elle n'a pas toutes ses capacités et qu'il lui faut plus de temps, mais c'est les allers-retours dans les absences. Et donc, l'idée, c'est comment on remet de la continuité pour la personne, parce que j'ai vu que psychologiquement, et ça, j'ai discuté avec des gens qui étaient concernés par la maladie, c'est les allers-retours de dire « je suis là, puis je suis plus là ». Je suis là et puis je suis plus là en fait. Et plusieurs fois, les personnes ont reconnu que du coup, de rester plus longtemps à un taux assez bas, finalement, ça permettait une présence plus pérenne dans le temps. Et puis, les collègues, ils s'y font super bien en fait. Puis le jour où, en fait, la personne, enfin, même si c'est 6 mois, 8 mois après, où elle peut augmenter son temps de travail, mais c'est accueilli super positivement. Mais il y a eu de la pérennité et on a vu la personne pendant tout ce temps-là. Et ça, quand j'ai discuté avec les équipes, dans toutes les réunions que j'ai pu mener, c'était ça en fait le plus dur, c'était de dire, elle est là, la personne, puis elle n'est plus là, puis on s'inquiète, puis on se dit, comment on fait, puis qui va réabsorber son travail, etc. Puis ça redonne quelque chose un peu comme ça, chaotique. Et ça m'a fait penser à ça quand Eugénie a dit ça. Oui, bien sûr, on pense à la personne qui est concernée, mais je pense aussi aux personnes qui sont présentes dans les équipes. Merci beaucoup. Eugénie ou Michel, vous voulez réagir sur cette question-là? Oui, alors effectivement, moi je pense qu'on est toujours très motivés, les personnes malades, en tout cas pour moi, de vouloir faire plus. Des fois, c'est frustrant pour moi parce qu'à 30%, j'ai l'impression que j'arrive rien à faire, à finir, à commencer. Et puis en même temps, effectivement, en montant, mais je pense que c'est pour ça que je vais monter plus progressivement, parce que quand ouais, il y a tout un rythme, une réorganisation et il y a des limites. Et ça, c'est très difficile d'admettre les limites. Moi, j'ai travaillé toute ma vie à 100%. Jamais j'aurais pensé, si un jour j'aurais fait du 80%, peut-être d'ici 10 ans, dans 10 ans, mais jamais j'aurais pensé un jour être fatiguée après 2h30 de travail. Et c'est pas facile à vivre. Ouais, c'est pas facile à vivre. Merci beaucoup. Merci. Michel, tu avais activé ton micro. Non, je dirais pour nous, moi j'ai la chance d'avoir des entreprises clientes finalement, que si elles font appel, c'est qu'elles se sont engagées, elles ont une gouvernance, comme disait tout à l'heure Sophie, elles disent qu'elles s'engagent pour l'humain, elles disent qu'elles s'engagent pour ses employés. Donc, à partir de là,
je dirais, pour moi, j'ai beaucoup de chance de travailler avec ces entreprises parce que dès le départ, les règles sont données. Donc, voilà. Merci beaucoup. On a un témoignage là, de Gilles hein, qui dit: j'ai repris mon travail en réinsertion thérapeutique, d'abord à 20% pour s'amener à 40%, pourcentage maximum face à ma fatigue chronique. Là, après une décision, après plus d'une année, actuellement, je me bats pour obtenir ma rentabilité de mon deuxième pilier. C'est triste de voir se battre quand chaque jour est une petite victoire sur le CRAP, sur la maladie. Est-ce que du coup, et puis c'était un petit peu le. Alors déjà, merci Gilles pour le partage et évidemment qu'on compatit. Et si on peut vous aider, donc Action Margot est à vos dispositions et c'est gratuit évidemment pour ceux qui font appel à nous, c'est le but de l'association. Euh, J'avais quand même une question qui était liée à la temporalité et puis qui est liée un petit peu à l'intervention de Gilles, mais est-ce que le monde économique ne met pas trop les gens de côté finalement? On n'a pas eu du temps, et puis c'est vrai que le temps dans le monde économique, c'est un temps relativement court. Hein. Libération du paiement des primes LPP 3 mois, le cas est souvent à 6 mois. Après 2 ans, bon, on n'a plus de perte de gain maladie. Enfin, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est complètement en adéquation avec le besoin des personnes malades. Hein. On en a parlé, Eugénie, tout à l'heure, de délais à 7 ou 8 ans. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus. Évidemment, la réponse, il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Hein. Est-ce que finalement on en fait assez? Est-ce que nos cadres légaux en fait assez pour compenser le fait que le monde économique a des délais très différents finalement, et puis on n'est pas finalement à disposition de l'humain qui est censé servir? Samira, vous rigolez. Ouais, vous êtes, voilà, c'est bon. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle en pleine. Pas de souci, aucun souci. Voilà. Oui, alors effectivement, au niveau temporalité, c'est très compliqué. En termes d'assurance invalidité, moi, je parle vraiment du domaine pour lequel je travaille et j'ai les connaissances, les compétences pour vous répondre. C'est vrai que pour pouvoir aider une personne, on doit être au clair sur le fait que l'atteinte soit invalidante au sens de la loi. On est humain, on travaille dans un secteur avec l'être humain. Malgré tout, on doit également jongler avec le domaine légal, le domaine médical, le domaine de la réinsertion, le domaine de l'entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez multifactoriel. Et c'est vrai que pour des situations complexes, le temps peut être assez long au niveau de l'administration puisqu'elle doit se renseigner auprès de plein d'instances pour pouvoir au final prendre une décision. La décision, elle est lourde de conséquences. Donc, on ne peut pas se permettre de louper une étape et puis d'aller un peu à l'aveugle. On doit interroger le corps médical puisque c'est les premiers concernés. Hein. Et puis, très souvent, le corps médical, c'est très compliqué d'obtenir des informations claires et précises. On doit très souvent lancer des rappels pour que l'on puisse obtenir des informations. C'est très, très compliqué d'obtenir des informations d'ordre médical, malgré le fait que l'on ait des procurations, etc. Et tout ça rallonge beaucoup de choses. Tout ça rallonge le processus. Et puis, on doit aussi jongler avec la stabilisation de l'état de santé. C'est-à-dire que si une personne a encore des traitements très, très lourds, comme Eugénie a eu pendant une longue période des traitements très lourds, puisqu'on parle aujourd'hui d'atteinte oncologique, on ne peut pas se permettre d'intervenir et puis d'essayer de mettre en place des mesures alors que la personne est encore sous traitement. Donc, on doit, nous aussi, attendre que ça aille un peu mieux pour qu'on puisse demander à la personne s'il est possible de l'accompagner dans un potentiel de reprise. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose de très individuel. Ça dépend de l'atteinte, ça dépend de la profession, ça dépend du stade, ça dépend du moment, ça dépend des médecins. Et nous, on doit jongler là-dessus et ce n'est pas non plus chose facile pour l'assurance invalidité. On essaye vraiment toujours de faire au mieux, mais pour répondre à la question de Gilles, qui n'était pas vraiment une question, mais une alerte à la situation, pour chaque situation, il y a un gestionnaire. À Genève, on les appelle des case managers qui agissent sur les situations et la personne peut se renseigner auprès du case manager pour savoir où est-ce qu'il en est et quelle démarche à faire pour faire activer sa situation. Merci beaucoup. Quelqu'un veut réagir encore sur ça, Eugénie? Oui, alors, bon, moi j'ai eu effectivement 2 ans de traitement, donc les choses ont eu le temps de se mettre en place. Puis avec le
traitement que j'avais, les cancers du sein, il y a plusieurs types de traitements, mais avec celui que j'avais, on savait que ça finirait comme ça. Donc, c'est vrai que du coup, les choses se sont mises en place assez rapidement. Mais effectivement, moi, j'ai d'abord eu une conseillère AI où c'était très compliqué, hein. Je comprenais, elle était très factorielle, mais je ne comprenais, pour moi, j'ai découvert un nouveau monde, hein. Pourtant, je travaille dans l'administration, mais c'est très compliqué. J'ai eu le soutien de la Ligue du cancer qui nous aide en Valais. Ils nous aident pour ces questions administratives, pour nous expliquer un peu. Et puis, à une séance un soir, c'était avant le Covid, j'ai été malade avant le Covid, ça. Et on avait une séance et je suis tombée sur quelqu'un de l'AI et j'ai expliqué que ça n'allait pas du tout avec ma gestionnaire AI, que chaque fois que je l'appelais, j'étais en larmes, je mettais 3 jours à m'en remettre. Et cette dame a pris les choses en main et maintenant, c'est elle qui me suit et c'est le jour et la nuit. Et Dieu merci, c'est quelqu'un qui est très soutenant, qui rappelle, qui m'explique les choses de manière à ce que je les comprenne. Mais j'avoue que j'ai passé par une période de galère, ouais, aussi, ça n'a pas été tout seul. Et on a d'autres choses à faire quand on est malade que de se bagarrer avec ça et c'est lourd, c'est des combats qui n'en finissent pas. Vous savez, c'est un peu comme le Covid puis la guerre d'Ukraine, vous êtes là, vous êtes malade, vous sortez la tête de l'eau, il y a tous ces trucs administratifs, après c'est l'employeur. Ça n'en finit pas, c'est compliqué, c'est très usant et je comprends bien Gilles, ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. On doit malheureusement s'arrêter là puisqu'il est peu avant 18 heures. Merci de nous avoir suivis. Merci également à vous, hein, les intervenants et intervenantes, d'avoir pris le temps pour préparer ce webinaire, pris le temps également pour répondre aux questions. On va vous envoyer un lien vers le replay puisque le webinaire a été enregistré. Vous aurez également évidemment une petite FAQ, donc avec toutes les questions qui ont été posées et toutes les réponses qui ont été données. Donc, merci également à toute l'équipe, à Martha, secrétaire générale de l'association, également à Marie de l'OICO et à Audrey pour leur aide sur ce webinaire. C'était un très très bon moment qu'on a passé ensemble, malgré évidemment la gravité finalement de ces situations qui ont été évoquées. Gardez courage, on est là. Enfin, j'espère que les gens qui ont été dans ce webinaire ont pu sentir finalement toute cette communauté qu'il y a autour des personnes touchées. Et puis, voilà, pensez à Action Margot, évidemment, pour soutenir ces personnes également si vous avez besoin de soutien. Vous également, un petit save the date pour la soirée de soutien qu'on fait le 6 octobre. Elle sera musicale, elle sera dans un lieu hyper sympa. Donc, vous pouvez noter le 6 octobre dans vos agendas. En tout cas, c'était un tout grand honneur d'être avec vous ce soir et de pouvoir diriger un petit peu ces débats. Je vous souhaite une très très bonne soirée et surtout, évidemment, prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, belle soirée. Au revoir. Merci, au revoir.